Et oui, et depuis la fin brutale de cette stratégie zéro Covid, la Chine est confrontée, on le voit bien et on l'entend bien, à une explosion des cas de contamination, ce qui conduit les hôpitaux et les crématoriums chinois à être totalement submergés. Quel impact économique? On en parle avec vous, Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. Directeur principal de l'OFCE, tous mes voeux. Merci à vous aussi et à tous vos téléspectateurs et internautes surtout. Et internautes. Voilà, le sujet sont nombreux. Voilà, et de plus en plus nombreux. Oui. Et on l'espère, on les salue et on les remercie. Merci, dis donc, on n'arrête pas là. Plus sérieusement, on a Pékin qui a fait volte-face, qui est passé de la stratégie zéro Covid à la stratégie infini Covid. L'expression n'est pas de moi, je l'avais lu, mais le résultat, c'est qu'après 3 ans d'une politique de strict confinement, marquée, on le sait, par l'enfermement, par les tests à répétition, aujourd'hui, c'est l'ouverture totale et on a une pandémie qui est plus présente que jamais. On parle de 2 millions de morts possiblement dans les prochains mois en Chine. Évidemment, on n'est pas là pour faire du sanitaire ensemble, mais d'un point de vue économique, quel risque cette vague, ce tsunami pandémique en Chine, qui leur revient comme un boomerang, fait courir déjà à l'économie de l'empire du milieu, qui aura des conséquences sur le reste du monde? Pardon, c'est un peu long ce que je fais là, mais l'équation est complexe. Alors, l'équation est complexe. Bon, d'abord, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est le déconfinement de la Chine, qui perturbait les chaînes logistiques, les ports chinois, les usines chinoises. Déconfinement à vitesse grand V, sans que personne ne soit prêt, ni les hôpitaux, ni rien du tout. Tout à fait. Mais une population qui n'est pas vaccinée, enfin, je veux dire, c'est... Un déconfinement qui a été obtenu par la population, par la rue, qui a protesté face à un gouvernement qui s'arc-boutait et qui n'avait pas préparé la chose. Donc, avec un virage à 360 degrés, encore une fois. Et voire à 180 plutôt, parce que 360, on revient au point de départ. Oui, mais un virage à 180 avec, encore une fois, politique zéro Covid, Covid infini, quoi. Voilà. On laisse le Covid, on laisse... Donc, le premier point, c'est le déconfinement de l'économie qui va permettre à la Chine de réactiver sa place dans les chaînes de production et donc probablement d'éviter un certain nombre de perturbations de ces chaînes de production. Si tant est que les gens puissent aller travailler à court terme. Mais il y a un mais, en tout cas, il y a un mais sur le plan sanitaire en Chine, avec effectivement une pandémie qui explose, probablement liée au fait que le vaccin chinois n'est pas aussi efficace que les vaccins occidentaux, que du coup la population n'est pas assez couverte, elle n'est pas bien couverte, et que l'épidémie se répand, et qu'en quelque sorte, après être passé effectivement d'un confinement très strict, on passe à une épidémie. Donc ça va être chaotique à court terme, puisque les gens pourront-ils aller travailler? Hôpitaux, ça va être chaotique pour la population, avec probablement beaucoup de morts en Chine. Maintenant, il faut quand même ramener les chiffres. Il y a 1,5 milliard d'habitants en Chine. Les morts, ils sont plutôt dans les catégories les plus âgées. Le reste de la population va aller travailler. Et donc, du point de vue du fonctionnement de l'économie, c'est pas nécessairement des éléments quantitatifs qui sont suffisants pour arrêter l'économie. En fait, ce qui a arrêté les économies au moment du Covid, c'est pas l'épidémie et le nombre de morts, c'est les mesures prophylactiques qui visaient à empêcher l'épidémie de se répandre. À partir du moment où on n'arrête pas le fonctionnement de l'économie, la conséquence directe économique du Covid, de façon très cynique, elle est très faible. Alors, elle va peser très lourd sur les hôpitaux, elle va peser très lourd probablement sur les chaînes de production et sur la production de médicaments, mais globalement, elle ne va pas empêcher l'économie chinoise de fonctionner. Donc c'est la fin du ralentissement de l'économie chinoise, qui s'essoufflait depuis de longs mois avec une croissance au plus bas depuis, je ne sais pas, peut-être plusieurs décennies? Très probablement, parce qu'effectivement, c'était ces mesures de confinement très strictes qui empêchaient l'économie de fonctionner, et pas les gens qui sont malades. L'impact direct des gens qui sont malades est relativement faible. Alors après, on peut avoir des surprises là-dessus, peut-être que l'épidémie peut, avec les nouveaux variants, être plus générale, avec des durées de maladie plus longues, chez des gens plus jeunes, qui pourraient avoir un impact significatif et mordre significativement sur la population en âge de travailler. Mais il y a un mais quand même, qui est que ce développement de l'épidémie en Chine va faire peur au reste du monde, commence déjà à faire peur au reste du monde. Et que si on accepte des relations économiques, c'est difficile d'empêcher la pandémie. Et que le risque, c'est peut-être qu'on se dise, si la Chine ne se confine pas, on va confiner la Chine. Du point de vue des relations, alors à la fois touristiques, mais aussi des relations économiques. Et si on met des mesures de restriction très fortes, là, on n'empêchera pas le ralentissement en Chine. Même si, probablement, ce qui risque de se passer, c'est que dans un premier temps, on mette des barrières,
Et on se rend compte que ces barrières sont poreuses au bout d'un moment, et donc en fait elles ne servent à rien, et que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Donc au final, on se dit quoi? C'est une bonne nouvelle ou pas pour la croissance économique chinoise? Encore une fois, si on met de côté le sanitaire et mondial, de voir, parce que la presse chinoise parle d'un retour à une situation normale, a priori au printemps, donc ce qui pourrait conduire à une reprise cyclique dès le deuxième trimestre. Oui, c'est plutôt du point de vue économique. Sauf si le reste du monde confine la Chine, on y revient là. Voilà, mais avec des même effets le scénario de confinement de la Chine par le reste du monde est un scénario qui n'est que temporaire, parce que de toute façon, au bout d'un moment, on va se rendre compte que l'épidémie est passée à travers, et que, confiner, c'est extrêmement compliqué. La Chine l'a montré, de toute façon. La stratégie de confinement prolongée et stricte est extrêmement difficile. Pour faire passer l'épidémie, il suffit de quelques individus qui franchissent la barrière. Et donc vous êtes obligé d'en empêcher des dizaines de millions, des centaines de millions de bouger, de façon extrêmement stricte, pour empêcher l'épidémie de se répandre. Donc on pourra peut-être faire ça pendant quelques semaines ou pendant quelques mois pour essayer de retarder l'explosion de l'épidémie, mais probablement le variant chinois, il est déjà en Europe, et donc toutes les mesures qui visent aujourd'hui à restreindre les mouvements de personnes sont vouées à l'échec. Seront inopérantes. Voilà, parce que la dynamique de l'épidémie, elle sera interne à l'Europe. Donc d'un point de vue économique, cette réouverture de la Chine, c'est positif pour la croissance, mais en revanche, pour l'inflation, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ça apporte plus ou moins d'inflation au reste du monde? Alors, bon, là, une fois la vague passée, encore une fois. Oui. Là, il faut garder un peu Parce que certains disent que ça apporte plus d'inflation et d'autres moins d'inflation. Plus d'inflation parce que si la Chine se réouvre, elle va consommer de l'énergie, des matières premières, donc ça va peser à la hausse sur les cours. Et en même temps, si elle se réouvre, c'est moins de tension sur les chaînes de production, et donc il y a deux forces contraires qui l'emportent. À vous de répondre. À moi de répondre, mais je pense que là, il faut vraiment garder en tête les ordres de grandeur. La hausse des prix de l'énergie, elle n'est pas liée à la sortie du Covid. Elle est liée au conflit entre la Russie et le reste du monde. La Chine, c'est quand même la moitié du pétrole consommé. J'exagère un peu, c'est pas la moitié, mais c'est 20% du pétrole consommé dans le monde, c'est la moitié des métaux. Mais quel est le prix du pétrole aujourd'hui, David? $80. Voilà, $80. Donc on est à un prix du pétrole qui est presque dans la normale. Qu'est-ce qui a pareil pour le gaz. Qu'est-ce qui a augmenté comme prix? En fait, c'est plutôt le gaz. Enfin, le gaz, il est à $80 aujourd'hui, le mégawattheure. 80 euros le mégawattheure. 80 euros le mégawattheure. 70 au moment où on se parle. 73 au moment où on se parle. Euros le mégawattheure, puisque vous voulez... On est revenu au niveau, d'ailleurs on en parlait hier avec Jean-Marc Victory des Échos, on est revenu au niveau d'avant-guerre en Ukraine. Non. Comment ça, non? Et non, c'est une erreur de penser ça. Le niveau d'avant-guerre, c'était 20 euros le mégawattheure. Ah non, juste avant, je parle de février. Justement, mais le problème, c'est que la Russie a commencé la guerre avant février. Et on l'a expliqué, c'est aussi qu'en fait, on était à un niveau 3 fois, voire 4 fois plus élevé que les 2 décennies précédentes. Voilà, et on reste dans une situation qui est très tendue, avec des perspectives pour l'hiver prochain qui sont difficiles. On a eu une météo extrêmement clémente, en tout cas un effet du réchauffement climatique. Cours divisé par 5 quand même depuis l'été dernier, sur le prix du gaz. Divisé par 5 depuis l'été dernier, mais multiplié par 3 ou 4 depuis 2019. Donc voilà la situation dans laquelle on est. La source de l'inflation, la source première de l'inflation, elle est dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Elle est sur lequel personne n'a la main et personne n'a la main, et donc on ne sait pas ce qui va se passer. L'hiver prochain peut être très difficile, il n'y aura pas les stocks, il peut être plus rude que l'hiver actuel. Peut-être qu'on sera sorti du conflit, on ne sait pas. Bon, voilà. Donc, et c'est ces éléments-là qui vont déterminer le scénario d'inflation des prix de l'énergie. Bien plus que la Chine. 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 Et donc, la Chine, évidemment, va jouer un petit peu, au moins à court terme, sur le prix du pétrole, mais les capacités de production en termes de pétrole vont suivre et ils vont venir fournir le pétrole nécessaire à la Chine. La hausse de la consommation chinoise ne va pas être non plus si forte que ça, parce qu'ils consomment déjà du pétrole. On parle de ralentissement, on ne parle pas d'arrêt de l'économie chinoise. Donc il y avait déjà une demande chinoise. Il y a comme une corrélation entre il y a une corrélation, mais l'économie, la reprise de l'économie chinoise et le cours des matières premières. Oui, mais cette corrélation n'a rien à voir avec le pic des prix de l'énergie qu'on a vu à l'occasion du conflit. Et encore une fois, les prix de l'énergie sont avant tout déterminés par ce conflit. Voilà. Et les conséquences qu'il a sur les marchés du gaz en Europe, les répercussions que ça fait sur le gaz liquéfié dans le reste du monde, et évidemment les substitutions avec d'autres formes d'énergie. Donc le résumé de ce qu'on vient de se dire là, et on finit là-dessus, cette réouverture à marche forcée, à vitesse grand V de l'économie chinoise, cette fin de stratégie zéro Covid, pour la croissance mondiale, c'est positif. On met de côté le sanitaire, pardon, mais parce qu'on est dans l'économie, c'est positif pour la croissance chinoise et donc mondiale. Ça va
calmer un peu les tensions sur les chaînes de production, mais sur l'inflation, ce n'est pas le déterminant numéro un. Ce n'est pas le déterminant numéro un. Voilà, il y aura un peu plus d'inflation du côté énergétique, mais un peu moins du côté des chaînes de production. Et le bilan, il sera globalement neutre de ce point-là. Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Encore tous mes voeux, Xavier. Et à vous aussi, David. Salut.